Bienvenue dans Autrement Politique, l'émission où l'on observe l'actualité autrement, au plus près des faits et au-delà des discours. Aujourd'hui, focus sur l'actualité du PDCI RDA. Quelle est la portée réelle de ces actions diplomatiques et quel est l'état d'esprit de ces militants à l'approche d'échéances décisives? Réponse tout de suite dans Autrement Politique, l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Délégation à l'étranger, plaidoyer, rencontres internationales, ces actions diplomatiques ont-elles un impact concret sur le jeu politique national? Peut-on parler d'une nouvelle stratégie d'influence extérieure? Pour en parler, nous recevons l'honorable Simon Do, député de Bangolo et président du groupe parlementaire du PDCI RDA, ainsi que le docteur Gilbert Aubré, membre du bureau politique et délégué PDCI de Grand Bassam. Bonsoir très chers invités et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. On va sacrifier à la coutume de l'émission et vous demander de partager avec les téléspectateurs le fait d'actualité que vous a le plus marqué ces derniers jours. Docteur? Alors, le fait d'actualité qui m'a marqué, je dirais simplement l'absence du président Ouattara à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Son absence, son arrivée était annoncée effectivement. Et puis, quelques jours avant, nous avons appris que le président n'y allait plus. Pour moi, ça a été un peu... Après l'étonnement, je me suis dit qu'est-ce qui n'allait pas et tout. Et fort heureusement, j'ai vu le président, il n'y a pas très longtemps, tout souriant, tout beau. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé là-bas, parce que le moment est crucial pour nous, à cette étape des joutes électorales pour le 25 octobre. Et pour tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je pensais qu'il allait y aller. Donc, ça m'a effectivement marqué. Merci, docteur. Honorable. Bonjour encore. Donc, fait marquant pour moi, c'est la condamnation au tribunal de Paris de M. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française. C'est un événement important, un grand événement pour l'histoire, au regard des actes qu'il a posés vis-à-vis de certains pays comme la Libye, mais aussi vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Merci. Pour en revenir au parti, au PDCI RDA et son actualité, à savoir les démarches diplomatiques au niveau de l'extérieur, qu'attendez-vous concrètement de cette démarche à l'extérieur du pays? Bon, alors, vous savez, ce qu'on attend, moi, je réfléchis un peu à votre question pour dire qu'il faut d'abord se poser la question de pourquoi. Pourquoi le président Cheikh Tidiane Thiam engage ces démarches? Vous savez que beaucoup de nos compatriotes sont amnésiques de ce que nous avons vécu dans ce pays. N'oubliez pas le nombre de morts, les traumatismes que nous avons subis depuis 2011 dans ce pays. N'oubliez pas aussi que les élections ont toujours été le cadre de violence et de menaces très graves sur la stabilité du pays. Regardez aussi ce qui se passe sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Des jeunes qui sont emprisonnés pour des raisons inconnues, tout simplement parce qu'ils appellent à la mobilisation. Regardez aussi toutes les tracasseries que le président Thiam, le PDCI RDA, vit dans ce pays, tout simplement parce que c'est un candidat qui donne l'espoir aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Bon, au regard de cet ensemble de choses, le président Thiam et son parti, le PDCI, et d'autres partis de l'opposition appellent au dialogue pour nous asseoir et trouver des voies et moyens pour sortir de cette crise et préparer l'avenir de la nation. En face de nous, il y a un refus total. Le président Thiam, qui a un mandat de la part des militaires du PDCI, de la part des Ivoiriens et des Ivoiriens qui lui font confiance, se trouve donc dans l'obligation de se tourner vers l'extérieur, se tourner vers les amis de la Côte d'Ivoire, vers les partenaires de la Côte d'Ivoire, pour expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour sensibiliser les partenaires sur la réalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et surtout, je voulais, si vous permettez, avant de nous engager dans la discussion, vous dire que le message clé, c'est de présenter à nos amis la situation d'un pays qui se trouve dans une situation d'autocratie électorale. C'est-à-dire un pays où on fait semblant de faire la démocratie, mais en fait, on n'est pas très loin d'un pays autocratique, c'est-à-dire d'un pays dictatorial. Donc il est important que le président Thiam, il ait de sa responsabilité. Parce que quand on vous élit à la tête d'un parti, quand on vous confie une mission, quand vous avez une ambition de transformation de votre pays,
vous prenez responsabilité. Et vous devez assumer cette responsabilité. C'est la raison pour laquelle le président Thiam se tourne vers l'extérieur, se tourne vers les partenaires, les amis, pour leur dire, voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire, j'ai un projet pour ce pays, je veux transformer mon pays, mais en face de nous, nous avons un président qui veut s'éterniser au pouvoir, qui veut faire un Xème mandat, alors que la loi le lui interdit. Donc voilà l'objet principal de cette mission importante. Donc qu'est-ce que nous en attendons? Ce qu'on en attend, c'est d'abord une prise de conscience de nos partenaires, de nos amis, de la situation, de la réalité. Entre les chiffres de taux de croissance de 6-7% qu'on annonce et la réalité sociale des jeunes, 70% de nos jeunes, la Côte d'Ivoire représente aux yeux des jeunes, et 80% d'entre eux qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi. Ça, c'est la réalité. La réalité aussi, c'est que nous sommes classés 159e sur le plan de l'IDH, c'est-à-dire sur le plan de développement humain. Au niveau de la santé, c'est quand même triste de constater que la Côte d'Ivoire est parmi les derniers en Afrique de l'Ouest. Au niveau de l'éducation, nous sommes aussi parmi les derniers. Donc, dans les choses, les paysans ivoiriens n'ont pas la juste rémunération de leur cacao. Là où on leur promet 60% du prix du marché mondial, ils n'en ont même pas 40%. Donc voilà. Donc tout cet ensemble de choses, il est important que les partenaires le comprennent et qu'ils comprennent qu'en plus de cela, la situation démocratique de notre pays est grave et qu'il y a des violences et qu'il y a les libertés sont bâillonnées. Il est important d'expliquer que la démocratie, elle est bâillonnée et que le projet que Tidjane Thiam veut réaliser, qui est un projet démocratique pour la Côte d'Ivoire, il est, dans ces conditions-là, irréalisable. Il est aussi important d'expliquer que M. Tidjane Thiam lui-même est exclu. On lui a dénié sa nationalité ivoirienne. Il s'est même retrouvé, à un moment donné, sans nationalité. Il s'est retrouvé apatride. Voilà autant de choses qu'il est important d'aller expliquer. Et nous l'avons fait avec le président qui nous a fait l'honneur de l'accompagner dans certaines de ses missions. Et je peux vous dire que M. Tidjane Thiam, c'est de la qualité, c'est du haut niveau. Et nous avons été écoutés en Allemagne, en France, à l'Union européenne, en Belgique. Lui-même est allé aux États-Unis. Il a aussi adressé un certain nombre de démarches auprès des Nations Unies. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes parce que quand vous avez en face de vous un mur, un groupuscule de personnes qui ne comprennent pas que le pays veut du changement, mais il est important d'aller expliquer. Et c'est ce que le président a fait, c'est important. Vous avez vu que l'IDU, l'International Democratic Union, a produit une déclaration pour soutenir le PDCRDA et son président, pour appeler le gouvernement ivoirien à libérer les jeunes gens qui sont emprisonnés. La DOA, la Democratic Union africaine, a aussi fait une déclaration pour soutenir le PDCRDA et son président, et aussi pour demander la libération de tous ceux qui sont emprisonnés pour leur expression, pour tout ce qu'ils auraient dit, éventuellement parce que contre le pouvoir. Voilà. Donc voilà la démarche qui est faite. C'est une démarche extrêmement productive et nous attendons la suite parce que, comme l'a dit mon collègue Blessy Chrysostome, rien n'est encore perdu. Bien au contraire. Merci, honorable. Docteur, l'honorable a mentionné un certain nombre de raisons qui ont poussé le PDCI-RDA à entamer des démarches auprès des institutions extérieures. Pour certains, ces démarches-là sont exclusivement électorales. Que répondez-vous à cela? Je trouve que c'est vraiment à juste titre. Hein. C'est à juste titre que le président Thiam a entrepris toutes ces démarches qui sont louables. Et le répondant, c'est de voir ce balai de missions internationales dans notre pays. C'est dire qu'effectivement, il y a un problème. Il y a un très gros problème. Les joutes électorales qui arrivent sont menacées. Et c'est bien de commencer à en parler au lieu d'attendre que l'irréparable se produise pour venir ici et nous faire des déclarations. On a vu depuis janvier, je crois, depuis janvier ou mars, les missions se sont succédées en Côte d'Ivoire. On a vu une mission de l'Union, d'abord même de l'ONU, des Nations Unies, qui est passée ici. Après celle-ci, il y a une autre mission de l'UA qui est passée, de l'Union européenne qui est passée. On a vu le sommet des chefs d'État, des aînés, des chefs d'État. Ils ont une communauté, je crois, qui est passée ici, conduite par Yahi Boni, l'ancien président du Bénin, et puis Goodluck Jonathan du Nigeria. Ils sont passés tous ici. Donc, je pense que sans être alarmiste, il y a péril à la demeure. Et l'action du président Thiam à l'extérieur est louable, puisqu'elle nous apporte tous ces fruits-là, tous ces passages.
On ne vient pas dans un pays où les élections se déroulent normalement, où les normes démocratiques sont établies normalement, où tout se passe bien à peu près. On ne défile pas dans un pays pareil. Donc, la Côte d'Ivoire a un problème, et un sérieux problème. Maintenant, ce que j'attends de toutes ces missions, de tous ces déplacements du président Cheikh Tidiane Thiam à l'étranger, c'est que rien ne peut marcher si les acteurs locaux eux-mêmes, ils ne prennent pas les choses en main. Malheureusement, aujourd'hui, on se heurte à un mur indescriptible d'incompréhension, de non-écoute. La question que je me pose, c'est où va ce gouvernement? Parce que quoi qu'on dise, après l'action de toutes ces missions, c'est à nous, ici, de prendre les choses en main et de penser au peuple qui crie, qui souffre. Le dialogue politique est demandé depuis combien de temps? Les gens ne disent que la même chose. Le président du groupe parlementaire PDCI l'a relevé tout à l'heure. Les missions ont été claires. On demandait de mettre fin à la répression, au musellement des populations. Nous sommes en train de glisser tout doucement dans un climat de terreur. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Je pense que les acteurs internationaux, le président Tidiane Thiam fait sa part. Eux aussi font leur part. Il faudrait que le gouvernement ivoirien aussi fasse sa part. Sa part, c'est de revenir à la réalité du terrain et de nous amener à un dialogue politique à partir duquel tous les autres éléments vont être découlés. Vous avez parlé des déclarations faites par les membres de ces missions internationales au niveau du pays, de ces rencontres qui se sont déroulées dans le cadre de ces missions. Est-ce que ces rencontres ont abouti à des signatures, à des engagements concrets, des engagements écrits? Alors, des rencontres, l'honorable me dira, l'honorable le dira tout à l'heure aussi, je pense que ces rencontres, les observations ont été claires. Toutes les rencontres ont été soldées par des observations claires et nettes selon lesquelles il y a péril à la demeure. Les faits ont été dénoncés. Les jeunes gens sont en prison. Donc, dire que... Des fois, on entend que ce n'est pas les partenaires internationaux qui vont décider pour nous, c'est vrai. Mais les partenaires internationaux ont le devoir de nous accompagner dans tout ce qui est normes démocratiques. La Côte d'Ivoire ne vit pas en vase clos. La Côte d'Ivoire est dans le Conseil des Nations et il y a des normes qui sont définies quand on doit faire des élections. Oui, c'est mentionné. C'est mentionné. Il y a le Parti socialiste, je crois, qui a sorti un document dans lequel il interpellait le gouvernement ivoirien, sans mettre en cause la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut le dire. L'IDU a fait quelque chose aussi qui est sorti, qu'on a sous la main. Alors souvent, on entend des personnes nous dire, oui, ils ont dit ça, ils ont reconnu que ça ne va pas, mais ils ne peuvent pas nous imposer cela. Effectivement, on ne peut pas nous imposer cela, mais c'est notre bon sens qui doit revenir à la raison pour épargner la vie des Ivoiriens. Merci, docteur. Honorable, allez-y. Oui, si vous permettez, je voulais compléter ce qu'elle a dit et revenir aussi sur votre interpellation sur le vrai objectif de la démarche. Alors, il faut quand même être très sérieux sur ce type de questions. Vous savez, il y a la question électorale et puis il y a la question de la situation du pays. Notre combat autour de Cheikh Tidiane Thiam, c'est d'abord sortir notre pays de l'autocratie. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas être sorcier pour savoir que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas digne. On sait ce qui se passe pendant les élections. On sait le nombre de morts qu'on subit chaque fois. La volonté des Ivoiriens et des Ivoiriennes, c'est le changement. Ils aspirent à la démocratie. Ils aspirent au partage des richesses entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens, quel que soit l'endroit qu'ils viennent, d'où ils viennent. Ils veulent la démocratie. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la démocratie. La Côte d'Ivoire, selon un organisme suédois qui s'appelle VEDEM, est classée 107e dans le club des pays à autocratie électorale. C'est une honte. C'est une honte.
de penser que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Donc l'objectif n'est pas électoraliste. L'objectif, M. Cheikh Tidiane Thiam, c'est la transformation de la Côte d'Ivoire. C'est ça l'enjeu. Nous voulons sortir des républiques bananières, ceux dans lesquels nous sommes aujourd'hui, pour aller vers un monde civilisé. C'est ça l'objectif. Parce que nous en avons les capacités, nous avons les hommes et les femmes pour le faire. Nous voulons sortir d'un environnement où nos enfants font les 14-15% de taux de réussite au baccalauréat. On veut sortir parmi les derniers de l'éducation et de la santé. Alors s'il y a des gens qui se satisfont de cette situation, non. Cheikh Tidiane Thiam, un fils du pays formé, qualifié, qui a dirigé les grandes entreprises du monde, ne peut pas se contenter d'observer ça. Il est important de dire au monde entier, non, dans mon pays, ça ne va pas. Même si je n'étais pas candidat, ça ne va pas. Mais en plus de cela, sur le plan juridique, c'est tout sorte de droit qui se dit. On peut me dire demain, du jour au lendemain, qu'un tel n'est pas de nationalité ivoirienne, un tel l'est, un tel ne l'est pas, on va m'arracher mes documents, parce que, etc. C'est ça que je vis dans mon pays. Donc ce n'est pas un objectif uniquement électoraliste. C'est d'abord un objectif de la démocratie. Sortir de ce que nous vivons aujourd'hui pour nous engager parmi les nations civilisées, les nations responsables. C'est ça le projet. Et puis évidemment, pour le faire, la démocratie, il faut qu'il y ait des conditions électorales. Écoutez, on vous parle de la CEI. Il y a un rapport de l'APDH, je vous l'ai dit déjà ici, qui a demandé en 2018 qu'il y ait une réforme de la CEI. 2018. En 2020, après les élections, un groupe d'experts européens ont demandé la réforme de la CEI. Alors, quand des gens sérieux viennent vous voir et vous disent, bon, écoutez, réformez ça parce que vraiment, ça ne répond pas. Sur 100 personnes auditées, il est dit que 63 personnes n'ont pas confiance dans la CEI. Et que même sur les 37% qui restent, seulement 20% ont confiance dans la CEI. Bon, votre institution électorale n'est pas crédible. Mais pourquoi vous voulez continuer avec? Pourquoi vous voulez continuer avec? Ce n'est pas une question de M. Cheikh Tidiane Thiam, ça. C'est une question de la Côte d'Ivoire. Votre liste électorale est truffée. Je vous ai déjà dit ça aussi. Des jeunes gens, vous reprenez des jeunes gens, des techniciens. Chez nous, on a des jeunes ingénieurs, vous les mettez dans une salle. En une semaine, vous en auditez votre liste et vous en sortez. Même une semaine, c'est peut-être même trop. Mais les gens ne veulent pas auditer la liste électorale. La RLE, la révision de la liste électorale. La loi dit qu'il faut la faire chaque année. Vous la faites en 2010, elle est faite en 2015, elle est faite en 2020. Ben non, diantre, en 2025, vous dites non, on ne la fait pas parce que M. Cheikh Tidiane Thiam est candidat. Mais on se trouve où? Donc, vraiment, je voulais corriger ça dans l'esprit des Ivoiriens. Il faut que les gens comprennent que notre engagement autour de Cheikh Tidiane Thiam, c'est d'amener notre pays dans une autre dimension. Une autre dimension. Ce qu'il voit aujourd'hui là, ça s'appelle autocratie électorale. La Côte d'Ivoire est classée 107e. Derrière le Ghana, classé 50e. Derrière le Sénégal. Derrière le Libéria. Bon. Donc ce n'est pas une question électoraliste. Les questions judiciaires, c'est une autre chose. Mais on est dans un pays où on manipule la justice à des fins pour écarter les électeurs. Il y a tellement de choses à dire que je veux vraiment essayer d'être court. Mais regardez, je reviens rapidement sur la décision de la Cour, comment on appelle ça, la Cour du Conseil constitutionnel. Bon, on nous dit qu'il ne faut pas nous prononcer là-dessus. On n'a pas le droit de... Mais non, moi, en ma qualité de député, j'ai le droit de dire parce que c'est moi qui fais la loi. Comment on peut comprendre que dans les réclamations, dans les observations que nous avons introduites au cours à ce Conseil constitutionnel, nous n'avons jamais dit que nous allions remettre le processus électoral en cause. On ne l'a jamais dit. Parce que ce que nous avons dit, bon, écoutez, comme vous n'avez pas pu faire la RLE et que M. Cheikh Tidiane Thiam n'est pas inscrit sur la liste électorale, en tant que juge du process électoral, nous vous demandons soit
de réaménager le calendrier électoral. Réaménager, ça ne veut pas dire mettre à plat. Réaménager le calendrier électoral pour lui permettre, et permettre à d'autres Ivoiriens, des millions d'Ivoiriens, de s'inscrire sur la liste électorale, parce qu'ils ont c'est un droit qu'on leur doit de s'inscrire sur la liste électorale. Soit vous prenez en tant que juge la décision de ne pas lui appliquer l'article 48 du Code électoral. Non. Les gens vont à la télévision gaillardement et disent oui, on a demandé la mise à plat du Code électoral, mais jamais, on ne l'a jamais dit. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'arguments. Est-ce que ces arguments-là, présentés lors des séquences diplomatiques en France, en Belgique, en Allemagne, que vous avez mentionné un peu plus tôt, ont permis d'aboutir à des résultats tangibles pour le PDCI-RDA? Oui, moi je crois que, attendez, ce qui est important, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ce qui est important, c'est d'assumer votre part de responsabilité. Vous êtes président élu à 99-77% par les militants d'un parti, les responsables des partis. Vous avez la population ivoirienne qui vous soutient. Vous avez la responsabilité, quand vous avez des blocages, d'aller voir vos amis, ceux qui soutiennent la Côte d'Ivoire, ceux qui financent des projets de développement. Vous avez quand même de leur dire, écoutez, là où vous financez, là, il y a un problème là-bas. Ils financent parce qu'il y a le respect des droits de l'homme. Ils financent parce qu'il y a une gestion responsable. Mais si tous ces éléments ne sont pas réunis, votre responsabilité d'aller les voir, de dire attention, attention, voilà ce qui se passe. Et les résultats, madame l'a dit tout à l'heure, vous avez l'IDU, dont on a parlé tout à l'heure, la International Democratic Union. C'est le rassemblement de tous les grands partis de centre droit du monde. M. Trump est membre de l'IDU. Donc quand l'IDU prend une décision, donne une recommandation, il faut quand même l'écouter un peu. Parce que ça va avoir un impact derrière. Quand vos frères africains qui sont membres de la DOA vous envoient une recommandation, on est dans le Conseil des Nations, je vois, madame l'a dit aussi tout à l'heure, il est important de les écouter. Et puis, nous sommes dans un cadre diplomatique, les gens ne vous disent pas tout. Mais le président Ouattara, il reçoit des appels, il reçoit des recommandations en off. Ça, je peux vous le dire. De la part des grandes nations du monde, qui lui donnent des conseils au regard justement des missions différentes que nous avons faites. Donc c'est important de le faire. Nous avons fait, et je le dis aussi parce que nous on a fait cette mission, et les personnalités qui ont fait cette mission autour du président Thiam, bon, le président Thiam à lui tout seul, j'ai dit, il suffit. En qualité, en termes d'interlocuteur. Ben, quand il fait une mission en Europe, par exemple, il est accompagné de M. Bamba Youssef, ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'ONU, ministre de la République. Il est accompagné de Kwasi Brodoumi, PhD, ancien directeur général de l'agriculture en Côte d'Ivoire, de Simon Do, docteur ingénieur, ancien chef d'entreprise. PDCI, c'est de la qualité. Donc, la qualité fait que les gens nous écoutent. C'est pas comme certains partis politiques qui envoient un certain nombre de ministres se promener en Europe, mais les gens ne veulent pas les écouter. Parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas cohérentes. Heureusement d'ailleurs que nous avons anticipé. Là aussi, c'est un résultat. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, quand M. Mamadou Touré et M. Koulibaly Amadou se promènent en Europe pour chercher à rencontrer les interlocuteurs que nous on a rencontrés, mais écoutez, les gens ne les écoutent pas. Parce qu'ils n'ont pas la crédibilité nécessaire. Nos interlocuteurs ont compris de quoi on parle. Voilà le résultat. Mais il y a aussi un résultat. Nous espérons que le président Ouattara, lui-même, il n'est jamais trop tard. Nous espérons que tout ce travail que nous avons fait, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Hein. Non. Pas parce que M. Thiam n'aime pas la Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est par amour pour la Côte d'Ivoire. Pas pour le pouvoir. D'abord par amour. Pour que la Côte d'Ivoire change. Donc nous souhaitons, nous espérons que le résultat de tout ça doit pouvoir converger vers notre président de la République. Il est le président de la République. Il est le premier responsable. Tout ce que nous lui demandons, c'est le dialogue. Et nous espérons de tout notre cœur que ce dialogue peut avoir lieu, pourrait avoir lieu, après vraiment une grande prise de conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Merci, honorable. Docteur, l'honorable a mentionné tout à l'heure des prises de position d'institutions comme l'IDU, l'International Democratic Union. Comment convertissez-vous
ces prises de position en garanties pratiques, notamment l'accès aux médias, la sécurité des meetings et l'observation du scrutin électoral en cours. Merci. Je pense qu'à ce stade-là, les choses deviennent un peu plus compliquées. Un peu plus compliquées pour notre pays. Des missions ont été faites, des recommandations ont été données, des appels, comme le disait tout à l'heure l'honorable, sont faits. Nous sommes dans un environnement où il y a trois parties, je dirais, de façon grossière, de façon schématique. Il y a trois catégories en face, en présence. Il y a le gouvernement, et puis le chef de l'État. Il y a tous nos partenaires internationaux, tous confondus. Il y a aussi le PDCI et ses alliés. Il ne faut pas aussi oublier l'action des alliés. Aujourd'hui, fort heureusement, les Ivoiriens ont compris qu'il faut se mettre ensemble. C'est un combat que nous devons mener ensemble. Donc, chacun de nous, je peux citer parmi les alliés la CAPSI, ça marche bien. Le front commun avec le PPAC, qui marche bien aussi. C'est une grâce. Et l'international nous vient en appui. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait un balai de missions qui se passaient ici, qui venaient ici en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les gens ont pris conscience qu'il y a un problème. Les missions du président Cheikh Tidiane Thiam à l'étranger recadrent un peu ces réalités que nous vivons. Mais je dis bien recadrent. Et les portent devant l'opinion nationale et internationale. Surtout internationale, il agit à l'international. Nous restons ici au national pour faire ce que nous avons à faire. Je pense que chacun fait sa partition. Il reste aujourd'hui, il faut être clair et précis là-dessus. On peut multiplier les missions, on peut faire tout ce qu'on veut. Si le gouvernement et le chef de l'État n'y jettent pas un regard, mais alors un regard humain, moi je dis un regard humain, parce que là ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Nous allons tout droit vers un brasier. Écoutez, tout à l'heure on disait que les recommandations, les missions, ce sont des catalyseurs, ce sont des garde-fous pour vous dire attention, vous allez dans le feu. Mais ces recommandations sont faites. Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de plus? C'est de demander au chef de l'État, au gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui ne devrait même pas se confondre à un parti politique, mais de demander au gouvernement de la Côte d'Ivoire de tendre l'oreille à tous ceux qui voudraient, à tous les Ivoiriens, je dirais même d'ailleurs. Parce que, comme l'a dit l'honorable, ce n'est pas seulement une question électoraliste. Il faut aller au-delà de l'élection même qui va se passer, de ce scrutin-là. Mais il y a la population ivoirienne qui crie. Il y a la population ivoirienne qui a soif de paix, de liberté, de bien-être. Aujourd'hui, aller à l'hôpital et puis accoucher normalement, ça devient un problème. Vous êtes malade, vous arrivez à l'hôpital. Pourtant, il y a des choses qui sont décriées, qui sont supposées être faites. Peut-être qu'elles sont faites, mais pas totalement. Même pas à moitié, peut-être. Le cri de cœur des Ivoiriens est là. Donc, l'international, pour revenir à votre question, fait ce qu'il a à faire. C'est de dénoncer. C'est d'écrire, de faire des résolutions par rapport à ce qui est dénoncé. Ce sont des relais. Ça devrait être des relais pour dire au chef de l'État, moi, je dis le chef de l'État parce que le chef de l'État, c'est le père de toute la nation. Comme on le dit souvent, on le dit bien à propos, le chef de l'État, il est garant de la sécurité et du bien-être de tous les Ivoiriens. Donc, c'est lui que moi, j'interpelle. Il y a des choses qui sont faites. Donc, il faut que le chef d'État, maintenant, mette tout cela en pratique. C'est de sa responsabilité. Les choses ont été décriées, on ne va pas les dire en quoi. Il faut refaire une révision de la liste électorale, il faut faire un audit de la liste électorale. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, lors de la proclamation des résultats des candidats retenus. On a entendu quelque chose qui n'est pas digne de notre pays. Des cartes d'identité qui ne faisaient pas foi, qui n'étaient pas correctes. Comment elles ont atterri dans la main de ces personnes qui sont allées faire le parrainage? C'est grave. Le vice-président de la CEI a dit, et il est d'accord avec tout ce que les avocats du PDCI, les avocats du PPAC, les avocats, Cheikh Tidiane Thiam lui-même disait,
La liste électorale est truffée de choses pas correctes. 6 millions de personnes sur 8 millions d'inscrits. Il y a un problème. Donc la révision de la liste électorale, c'est ce que les missions internationales aussi disent, hein, recommandent de refaire la révision de la liste électorale, de l'auditer, hein, même la révision de la CEI elle-même, elle est là. Le Conseil constitutionnel doit être revu en fond, dans le fond et dans la forme. Parce que quand vous prenez tous ceux qui constituent le Conseil constitutionnel, il y a un hic. Quand on prend la CEI, il y a un hic. Ce sont des militants de partis au pouvoir qui sont là-dedans. Mais il faut revenir à la norme. Donc le cri de cœur, c'est que le gouvernement ivoirien écoute. C'est écrit. Votre question, c'était de savoir qu'est-ce qui est fait exactement. C'est écrit, c'est dénoncé. Tous les rapports font un rapport quand ils partent. On ne va pas attendre dans ces rapports-là qu'on casse la tête de quelqu'un. Non, non, c'est d'attirer l'attention. Et c'est ce qu'ils font. Ce sont des relais. Merci, docteur. Je voulais juste rajouter un petit complément sur le résultat que vous attendez, hein, sur lequel vous insistez. Il y a une autre dimension, je pense. D'abord, la dimension de la confiance. C'est-à-dire de notre parti, de PDCI-RDA, vis-à-vis des interlocuteurs internationaux. Nous renforçons la confiance avec nos partenaires pour, justement, nous faire confiance dans le projet que nous avons. Ça, c'est important. Mais aussi la confiance avec les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens voient que la personne à qui ils sont prêts à faire confiance pour leur avenir se bat pour leur bien-être, pour ouvrir la porte à la démocratie, non? Vous avez certains de nos compatriotes qui sont dans les villages, qui nous appellent et qui disent « Ah, écoutez, on vous regarde. On compte sur vous. Ah, ce que vous êtes en train de faire, nous comptons sur vous. Il faut dire merci au président Thiam pour ce qu'il est en train de faire. » Ça, c'est un résultat que vous ne mesurez pas tous les jours, mais c'est un résultat extrêmement important pour un dirigeant de renforcer la confiance avec nos compatriotes, des femmes, des jeunes qui sont dans les villages, qui sont loin d'Abidjan, mais qui sont aussi à Abidjan, et qui vous disent « On vous fait confiance, avancez et continuez. » Ça renforce l'engagement du président à continuer son combat pour la Côte d'Ivoire, pour la démocratie dans son pays. Mais de manière concrète, pensez-vous qu'il est possible que les recommandations faites par les missions internationales soient mises en pratique à ce stade de l'échéance électorale? Oui, pourquoi pas, il n'est jamais tard. Hein. La vie humaine n'a pas de prix. Il n'est jamais tard. Et j'ose espérer que ces recommandations-là vont être prises en compte pour que... Vous savez, ce sont des élections. Hein. Ce sont des élections, c'est une date qui a été fixée le 25. Mais pour les besoins de la cause, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, pourvu qu'il y ait la volonté de chacun à vouloir la paix pour ce pays-là. Ouais. Nous avons trop souffert. Nous avons trop souffert de la crise. Donc, rien n'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Ce mot-là ne devrait même pas exister en ce qui concerne la crise que la Côte d'Ivoire. C'est une crise très profonde. Donc, on peut prendre le temps, on doit prendre le temps de régler les problèmes, de s'écouter, de s'entendre et de définir des bases claires, saines, adaptées à tout le monde. Quitte à reporter la date de l'élection présidentielle et permettre au président de poursuivre son mandat. Tout à fait. Alors, moi, je vais vous reprendre là-dessus. Je répète exactement ce qu'elle vient de dire, avant de poursuivre. Il n'est jamais trop tard pour la paix. Il faut que chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, le président de la République, son gouvernement, l'opposition, tout le monde se dise qu'il n'est jamais trop tard pour la paix. Et c'est le moment. Les jours qui sont devant nous maintenant sont des jours comptés. Et le moment de la prise de conscience est arrivé. Nos partenaires prennent conscience, nos populations prennent conscience. Il appartient à celui qui dirige la nation de prendre conscience que le véhicule s'en va dans le ravin. Il est temps que le conducteur rattrape les choses. Il est encore temps. Alors, sur la question du report des élections, il ne faut pas voir les choses comme ça en termes de report. Récemment, à Paris, j'ai rencontré, et je peux le citer, un des anciens responsables, envoyé spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire, M. Arnaud Akodjeno. Et voilà sa conclusion dans nos échanges, qu'il a d'ailleurs rendu public. Qui a écrit la Constitution? Ce sont les Ivoiriens. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont capables, pour la paix dans leur pays, de s'asseoir et de dire quel est le calendrier, au regard de notre situation actuelle, qui est le plus adapté pour arriver
à régler notre problème et à repartir sur des bases saines. À ce moment-là, on pose des problèmes, on regarde l'impact que cela a sur notre calendrier, et puis on prend une décision. C'est une décision commune. Quand il y a danger de mort, quand il y a danger d'explosion sociale, la Constitution, c'est nous qui l'avons écrite. Donc nous sommes capables, en toute responsabilité, de nous asseoir et de dire, voilà ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Donc il ne faut pas partir bien en tête avec des schémas. Il faut dire que le schéma qui sortira du dialogue, dans l'intérêt de tous, ce sera le schéma de la Côte d'Ivoire, ce ne sera pas le schéma d'un clan, de Pierre-Paul ou de Jacques, ce sera pour la paix, pour le bonheur des Ivoiriens, pour la démocratie dans notre pays. Et ça, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir faire ça ensemble. Et donc, voilà notre position. Merci. Parlant de l'ONU que vous avez mentionné très brièvement, oui. L'envoyé spécial de l'Organisation des Nations Unies est venu pour la 2e fois en Côte d'Ivoire. Quel était l'objet de cette 2e visite? Alors, textuellement, dans les mots, c'est d'observer les obstacles. Faire le point et observer les obstacles. Donc, la haute direction à laquelle j'appartiens, du parti, lui a fait le point. Et le point est relativement simple. Nous avons dit, monsieur l'envoyé spécial, à notre dernière rencontre, voilà les points que nous avons abordés. On a parlé de l'absence de dialogue, on a parlé de la manipulation de la justice, on a parlé de la mise à l'écart des candidats, on a parlé du rejet, de nos craintes quant au rejet de la candidature de M. Thiam et de M. Gbagbo. Voilà les points. On a pris l'ancien compte-rendu et on a présenté le compte-rendu. Hein, comme on fait du métier, un point d'avancement. Et le point d'avancement, au bout de 4 mois, c'est 0 avancement. Hein, on l'a dit devant lui. Testo. Le mot, c'est monsieur, c'est 0 avancement. Hein, il a acquiescé, il a bien noté. Bon. Et on lui a dit, la situation s'est même aggravée. Elle s'est empirée, elle est devenue encore plus grave. Et nous vous disons, monsieur, que sur cette base-là, les qui arrivent, le PDCRDA ne donnera aucune caution à cette mascarade électorale. C'est écrit noir sur blanc dans le communiqué que nous avons publié. Il a noté et il a dit qu'il revenait vers nous. Et qu'il allait voir avec le chef d'État dans quelle mesure on pouvait réfléchir à un minima, un cadre minimal pour aller ensemble aux élections. Bon, depuis, nous l'attendons. Mais entre-temps, le PDCRDA, le président Cheikh Tidiane Thiam, a saisi le secrétaire général de l'ONU dans les mêmes termes qui ont été présentés au représentant spécial et à sa délégation. Merci, honorable. Nous avons vu des communiqués sur une organisation nommée IRI. Pouvez-vous nous en dire plus, très chers invités? Alors, l'IRI, moi je ne la connaissais pas, j'en ai découvert, c'est une ONG qui est proche du Parti républicain américain, qui est venue aussi pour évaluer la situation de la Côte d'Ivoire à l'approche des élections. Bon, vous avez vu le rapport. En tout cas, le PDCI, nous avons donné aussi le point de la situation. On a donné vraiment un point assez exhaustif, très, très complet de la situation, en parlant de la CEI, en parlant des questions de justice, en parlant des questions d'exclusion des candidats. On a vraiment balayé devant cette institution toute la situation grave politico-sociale du pays. Alors, j'ai lu avec vous, comme beaucoup d'Ivoiriens, le rapport qui a été fait. Ce que je retiens, pour ma part, c'est le résumé. Le résumé traduit fidèlement les thèmes que nous avons abordés avec l'IRI. C'est que la Côte d'Ivoire est dans une situation extrêmement grave. Il y a une exclusion des candidats, il y a une exclusion des populations qui n'ont pas pu faire leur enrôlement électoral. Ils ont aussi mis le doigt sur le fait que des partis politiques sont marginalisés. Ils ont aussi mis le doigt sur le fait que le processus électoral lui-même était biaisé. Il n'y avait pas de calendrier. Ils ont constaté. Donc ça, c'est le résumé. Et c'est une bonne chose. Ce résumé, il est fidèle. Une bonne chose. Bon, maintenant sur les recommandations, constatant que d'après eux, les élections sont maintenant à 1 mois, il est difficile de... Ce n'est pas à eux de prendre la responsabilité d'aborder
des questions qui sont des questions souveraines, en guillemets. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'IRI a essentiellement mis l'accent sur le fait que les conditions de cette élection ne sont pas démocratiques. Puisque les populations sont exclues, puisque les partis politiques sont exclus, voilà. Ça, c'est un constat, et c'est le bon constat, c'est le vrai constat. Ils vont le traduire fidèlement au Parti républicain américain, et je pense que ça devrait avoir quand même un impact assez fort. Je pense surtout qu'après les rencontres que le président Thiam a eues avec le secrétariat d'État américain, le rapport de l'IRI va confirmer un certain nombre de choses, et à mon avis, ça devrait renforcer la position, l'image, la vraie image des États-Unis sur la Côte d'Ivoire. Nous arrivons au terme du premier sujet qui nous réunit aujourd'hui. J'aimerais vous demander de partager avec les téléspectateurs un dernier message avant d'aborder le deuxième thème. Docteur? Écoutez, ce premier thème a vraiment porté sur la mission à l'extérieur, et puis ce que j'aimerais dire aux téléspectateurs, c'est que notre pays n'est pas isolé. Aujourd'hui, grâce à l'action du président Cheikh Tidiane Thiam à l'étranger, et grâce à toutes les missions qui sont passées ici, la voix de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est entendue à l'extérieur. Les problèmes que nous vivons ici, qui sont des problèmes réels, sont connus plus ou moins, mais beaucoup plus que moins, de l'international. Comme je le disais tantôt, nous vivons dans un concert des nations. Et si vous n'expliquez pas ce que vous avez, vous n'expliquez pas vos mots, les gens ne peuvent pas vous comprendre et vous accompagner. Je pense que les uns et les autres, le président Cheikh Tidiane Thiam, en premier, il est à l'extérieur. On sait aujourd'hui pourquoi il est à l'extérieur. Il travaille. Le travail porte ses fruits. Ici, en Côte d'Ivoire, nous travaillons aussi. Et les missions internationales font leur job aussi. Donc, nous osons espérer que tout cela va aboutir sur une concertation locale. Comme je le disais tantôt, le dernier mot revient quand même aux acteurs locaux que nous sommes, que vous êtes. Sur vous aussi, population ivoirienne, on attend de vous de voir vos réactions devant, je dirais pas, devant ces élections qui se profilent ainsi. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Parce que après ces élections, si elles ne sont pas bien établies, si les choses ne sont pas bien faites, je crains fort bien qu'au soir du 25 octobre, au soir de ces élections-là, la paix ne soit pas notre mot, notre partage. Je suis inquiète comme vous, mais j'ai espoir que les choses vont s'arranger et que nous allons nous entendre. Le dialogue politique, le dialogue inclusif est absolument nécessaire. Voici mon dernier mot à ce sujet. Merci, docteur. Honorable. Non, bon, en termes de dernier mot sur cette première partie, je voudrais simplement dire à tous nos compatriotes qu'ils peuvent garder l'espoir. Le président Cheikh Tidiane Thiam porte en lui toutes leurs douleurs, toutes leurs souffrances, toutes leurs aspirations. Et c'est pour ça qu'il est à l'extérieur. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi il est à l'extérieur? Mais il est à l'extérieur pour vous. Parce qu'il ne peut pas abandonner son pays. Et je le dis, mais en plus, avec son héritage personnel, il ne peut pas abandonner la Côte d'Ivoire. Il porte en lui les gènes de la Côte d'Ivoire. En tant que petit-fils de Fouboyen, en tant qu'Ivoirien, il porte les gènes de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'il est à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il il fait le tour du monde. J'ai eu la chance de l'accompagner, en tout cas pour la partie européenne. Et je peux vous dire que j'étais fier, en tant qu'Ivoirien, de voir que nous avons un frère, nous avons un grand homme qui a des capacités devant lesquelles les grands hommes s'abaissent. C'est une grande fierté. Donc il continue ce combat pour vous, il continue pour le combat de la démocratie pour la Côte d'Ivoire, c'est le combat pour les générations futures, et soyez rassurés, comme l'a dit ma sœur Gilberte Aubray, nous avons foi que tout ce travail va porter
va porter des fruits, va impacter, il a déjà impacté nos amis européens, américains, qui comprennent mieux, parce qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un de crédible qui leur parle, et qui leur parle de l'amour de sa patrie, qui est un patriote, et en cela, vous devez être rassurés. Et plus particulièrement aux militants du PDCI, je vais lancer aussi cet appel, restons soudés. Restons soudés derrière notre président, restons soudés avec nos frères de l'opposition, du PPACI, parce que c'est ensemble que nous allons gagner. Ne cédez pas aux petites sirènes qui n'ont aucune valeur. Le président Bédé a dit, à la croisée des chemins, chacun choisit sa propre voie en fonction de ses intérêts personnels. Laissez les sirènes aller voir ailleurs. Mais le PDC-RDA reste soudé derrière son président et nous allons gagner ensemble, nous allons gagner pour la Côte d'Ivoire, nous allons gagner avec tous nos frères ivoiriens. Quelle que soit leur ethnie, leur appartenance politique, le président Cheikh Tidiane veut servir la Côte d'Ivoire. À quelques mois de la présidentielle, quel est le niveau de mobilisation à la base? Confiance, attente ou frustration? Que disent les militants sur les terrains? Très chers invités, la dernière grande messe de l'opposition s'est déroulée le 9 août. Il s'agissait de la marche du Front commun, PPACI, PDCI. Quel est votre diagnostic du mental, du moral plutôt, de vos différentes bases? Non, le diagnostic, ils sont toujours prêts. Ils sont toujours mobilisés. Bon, on se donne encore rendez-vous, je crois, le 4. Okay. Et vous allez voir, nous serons nombreux, encore plus nombreux. Non, je crois que, je reviens un peu sur ce qu'on a déjà dit, mais ce qui est en cause, c'est notre pays. C'est la démocratie. Et pour ça, les Ivoiriens veulent le changement. Je dirais, tous les Ivoiriens veulent le changement. Donc, on est prêt, la mobilisation est bonne. Les gens cherchent, évidemment, l'adversaire veut nous décourager par des petites attaques par-ci par-là, par des individus qui s'excitent par-ci par-là. Non. Mais ça ne décourage personne. Ils prennent leur chemin, mais la grande majorité des Ivoiriens est mobilisée. Dans les campements, dans les villages, et tout est confondu. Nous voulons le changement. Et le 4 octobre prochain, nous serons au rendez-vous. C'est l'occasion de lancer encore un appel à tous nos compatriotes pour leur dire, venez le 4 octobre, nous allons montrer au monde entier que nous sommes unis, nous sommes ensemble pour transformer notre pays, quel que soit notre parti politique, quelle que soit notre appartenance ethnique ou religieuse. C'est la Côte d'Ivoire ensemble qui va se retrouver le 4 octobre. Docteur, quel est votre constat par rapport à la mobilisation générale des militants du PDC et RDA? Alors, depuis la marche du 9 août, qui a donné vraiment une impulsion extraordinaire à tous les Ivoiriens qui ont vu, parce que c'était effectivement la marche organisée par le Front commun, mais je pense que tous les Ivoiriens, toutes tendances confondues, ont pris part à cette marche-là. Et c'est donc le mot maître, le mot qu'il faut souligner, c'est la mobilisation. C'est vrai, il y a un peu d'attente. On a eu la proclamation des résultats par rapport aux candidats, aux 60 candidats. Sur les 60, je crois que c'était 60, hein, sur les 65 ont été retenus. Il y a eu beaucoup d'interrogations, c'est vrai, mais les militants ne sont pas pour autant abattus parce qu'ils ont ce message-là d'espoir qui pointe. Vous qui avez été fraîchement nommé délégué à Grand Bassam, quel est le constat que vous faites par rapport à votre base? Alors, avant d'arriver à ma base, c'est vraiment la première fois que je prends la parole de façon publique depuis ma nomination. Donc, vous permettrez que selon l'usage, que je dise quand même un petit mot par rapport à cette nomination, pour dire merci. Merci au président Cheikh Tidiane Thiam. Merci aux instances du parti, Merci aussi à mes collègues, secrétaires de section, puisque je suis secrétaire de section en même temps, aux militants de Grand Bassam qui m'ont fait confiance aussi, parce que leur avis a été demandé, hein, et qui, à l'unanimité, ont décidé que je sois leur délégué. Et cela a été approuvé par le président Cheikh Tidiane Thiam et la grande direction du parti, à qui je dis toute ma reconnaissance et ma gratitude. Et cela dit, je
je suis présidente d'un mouvement appelé les Tiamis Côte d'Ivoire. Et depuis quelques deux ans, depuis le dernier congrès en 2023 à Yamoussoukro, 2024, à Yamoussoukro, qui a eu l'élection du président Cheikh Tidiane Thiam comme président de parti, ce mouvement n'a pas arrêté de travailler sur le terrain. Donc la flamme Tiamis, la flamme PDCI est vivante à Grand Bassam. Ma nomination ne fait que me donne les moyens, me permet de communiquer beaucoup plus encore avec les militants qui sont en attente, mais qui sont mobilisés. En attente de mots d'ordre, comme ils disent, mais qui sont mobilisés. Je pense que la flamme du PDCI à Grand Bassam est vivante. Et les élections qui arrivent, les élections présidentielles, sont dans l'esprit de chacun qui souhaiterait aussi un changement en faveur du PDCI, bien sûr. Merci, docteur. Honorable, vous avez mentionné tout à l'heure le désir du changement, au-delà même des militants du PDCI RDA. Comment transformer cette émotion-là en mobilisation efficace pour mener votre combat? Non, je crois que la clé de la mobilisation, elle est toute simple. Hein. Il faut aller vers les militants, il faut aller leur parler, il faut être plus proche d'eux. Vous savez, j'ai personnellement une petite anecdote comme ça. Dans ma région de montagne d'où je viens, il y a eu plusieurs meetings dans des villes et mes populations m'ont dit, bon, monsieur le député, c'est bien, on fait des mobilisations dans les villes, mais nous voulons faire notre mobilisation au village. C'est formidable. Plus de 5 à 6 000 personnes se sont mobilisées, rassemblées dans un village pour dire non à ce qui se passe à Abidjan et pour dire qu'elles soutiennent le président Cheikh Tidiane Thiam, qu'elles veulent la démocratie. Donc il faut aller vers les gens, au plus proche possible, dans les quartiers, il faut aller vers les gens. Il faut aller vers les gens dans les villages et pour pouvoir leur parler. Et ils ont soif aujourd'hui d'informations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois que ce week-end, il y a des missions de proximité qui iront vers les militants et les militantes pour justement continuer à allumer la flamme. Et puis, il y a cette marche du 4 octobre qui est la bienvenue. Ce n'est pas des activités concrètes que nous devons agir et c'est ce que nous faisons. Les secrétaires de section ont une mission extrêmement importante pour nous. Les présidents des comités de base aussi ont une mission très importante. Donc il faut descendre l'information au niveau de la base. Et les présidents du comité de base, particulièrement, ont une grande mission d'information des militants, parce qu'eux tous veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont soif d'information. Donc c'est là. Le PDC a cette organisation vraiment éclatée. Nous touchons vraiment tous les coins et les recoins de la Côte d'Ivoire. Ceux qui nous reprochaient de ne pas être présents au Nord, sont un peu déçus actuellement, parce que nous sommes très présents au Nord, dans les hameaux, pour dire aux Ivoiriens qu'il n'y a pas de classification d'Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens, le PDC est présent partout, sur l'ensemble du territoire. Nous allons continuer la dynamique d'information pour toucher au plus près, en tout cas, nos compatriotes, nos parents, là où ils se trouvent. Au-delà des meetings et des rencontres de proximité, quels autres moyens, quels autres canaux utilisez-vous pour capter l'énergie des jeunes militants, sans tomber dans la désinformation des jeunes qui sont bien sûr sur les réseaux sociaux? Le plateau que vous nous offrez aujourd'hui est une bonne opportunité. Nous sommes là justement pour pouvoir informer nos jeunes et d'autres canaux, PDCI TV. Nous avons aussi tout notre réseau de jeunes qui animent sur les réseaux sociaux différents thèmes, différentes thématiques. Et je vais saisir l'occasion de votre micro, de votre antenne pour leur dire merci et les féliciter. Tous ces jeunes animateurs de Paris à Londres, passant par les États-Unis, en passant par Yamé, Yopougon, partout. En tout cas, à vous tous, chapeau, félicitations et on continue ensemble. Ils font du très très bon travail. En tout cas, merci à eux tous. Docteur, votre avis sur la question? Écoutez, je pense que l'honorable a tout dit, mais effectivement, les canaux à utiliser, c'est d'abord la proximité. Pour nous autres délégués, ça découle de source. Hein. Les délégués sont
sont les représentants du président dans leur localité, que ce soit des grandes villes, que ce soit des hameaux, et ils ont en charge la population de ces localités-là. Et donc, c'est plus facile pour nous autres de travailler en proximité, de se déplacer. Et aucune politique, fût-elle bonne, ne peut se faire sans mettre l'homme au cœur du débat et aller vers les autres. Je pense que c'est la meilleure opportunité qu'on puisse avoir. Et on a des secrétaires de section, des comités de base. Le personnel politique doit être visité, doit être en contact avec la haute hiérarchie qui délègue les délégués pour le faire. Moi, je pense que c'est un travail qui se fait et qui doit s'intensifier davantage parce que les gens ont envie de se sentir écoutés. Et puis, les autres canaux que vous avez dit, bon, il y a les canaux numériques, il y a la messagerie, les simples petits messages là qu'envoyer à nos adeptes, je dis adeptes, bon, mais à nos militants, à nos compatriotes, même ceux qui ne sont pas du PDCI, mais il y a quand même ce petit canal là aussi, ces petits canaux que nous pouvons utiliser. Et puis, le numérique ayant pris le dessus sur beaucoup de choses, ils sont pratiquement tous, bien que ce soit maintenant en danger, là, je crois hier, j'ai entendu quelque chose où il faudrait faire maintenant attention à tout ce que nous partageons sur nos téléphones et tout. Mais je pense que ce sont des éléments clés quand même de développement d'informations, de transfert d'informations. Et il faut le faire. Il faut être en contact avec les bases. Merci, docteur. On en revient aux alliances du PDCI-RDA, notamment avec le PPACI dans le Front commun et d'autres partis de l'opposition dans la coalition pour l'alternance pacifique. Ces alliances restent-elles tactiques ou stratégiques? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez tactique ou ce que vous appelez stratégique. Mais je fais une provocation. Vous savez, mais c'est stratégique. Parce que le tactique, c'est du court terme. C'est opportuniste. Non! C'est de la stratégie parce que nous avons une vision pour notre pays. Et nous déroulons un certain nombre d'actions pour atteindre nos objectifs. Donc c'est stratégique. C'est stratégique. Pourquoi c'est stratégique? Parce que ce que nous voulons, c'est la vision, ça, la vision, c'est faire de notre nation une nation démocratique et la transformer. C'est ça la vision. Donc, comment on fait pour y arriver? C'est ça la stratégie. Ce qu'on fait pour y arriver, ce qu'on a trouvé, ce que nos chefs ont trouvé, c'est de dire, on se met ensemble, puisqu'il ne s'agit pas justement de projets partisans, il s'agit d'un projet commun. Mettons-nous ensemble pour construire ce projet commun. Donc, c'est stratégique. Et je peux même vous dire, nos amis, votre question est importante. Pourquoi? C'est des gens qui ne comprennent pas, qui nous disent oui, mais le PDCI, il s'est mis avec le PPACI, on ne comprend pas. Moi, je dis à ces amis-là, mais réfléchissez à 2 fois avant de nous dire vous ne comprenez pas. Parce que ce dont il s'agit, c'est de notre nation. Et quand on parle de notre nation, on n'a plus de casquette. On n'a plus de casquette. Il ne s'agit pas de choix économiques, social. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un choix de démocratie. PPACI veut la démocratie? Oui. Afin-Guessan, il veut la démocratie? Oui. Le PDCI voulait la démocratie? Oui. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Et c'est pour ça que nous continuons d'appeler tous celles qui veulent la démocratie de venir nous rejoindre. Parce que là-bas, dans ce front commun, c'est un front commun, si je veux le décrire, c'est un front commun pour la démocratie. Voilà. Donc, il est stratégique. Je ne vais pas être plus long. Et qu'en est-il de la coalition pour l'alternance pacifique qui a vu l'une de ses membres, la présidente, l'ex-première dame Simone Eivie-Gbagbo, qui a été déclarée candidate éligible à l'élection présidentielle? Je vais vous détendre. Vous avez fait exprès ou quoi? Non. Mais on n'a aucun problème. Là aussi, nous nous situons ensemble avec Mme Gbagbo dans le cadre de notre projet, d'un projet commun. On a commencé avec ce groupement. Alternance pacifique. Tout y est. L'alternance pacifique, elle continue. Il se trouve que Mme Gbagbo, elle dit, non, ce que nous avions décidé au départ pour la RLE, le dialogue, machin, bon, apparemment, elle a abandonné. Donc, elle est partie dans autre chose.
hein, à la déception d'ailleurs de ces cadres, de ces militants. Ça aussi, c'est la réalité. Non, nous, on continue. Et vous savez, hier, vous avez vu un communiqué qui a été fait, en bonne et due forme, où CAPSI réaffirme, par la bouche de Mme Monique Lavry, réaffirme son engagement autour des idéaux initiaux. Donc, il n'y a aucun problème. Mme Gbagbo, elle continue son combat à la croisée des chemins. Vous continuez le reste de la phrase. À la croisée des chemins, chacun choisit sa propre voie. Dixit, M. Henri Konan Bédi. Hein? Voilà. Donc, CAP continue son chemin objectif, aussi stratégique, de nous concentrer ensemble. Et vous avez vu d'ailleurs, il y a un point important sur lequel... Il y a une petite phrase dans le communiqué justement de CAPSI hier. C'est de dire qu'ils veulent travailler ensemble avec le Front commun. Vous avez noté ça ou pas? Hein? C'est noir sur blanc dans la déclaration, mais c'est formidable. Ça y est, CAPSI et le Front commun, bon, c'est la même chose maintenant. Hein? On regarde la diversité, c'est vrai, mais en fait, les ambitions sont les mêmes. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. J'aimerais vous demander de partager un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant de terminer. Alors, je prends la main puis je vais laisser ma sœur, Mme Aubry, conclure pour nous tous. Non, je voulais encore une fois vous dire merci pour le travail que vous faites. Notre message, vous l'avez compris, c'est un message à la Côte d'Ivoire, aux dirigeants de la Côte d'Ivoire, à nos compatriotes, pour dire que notre nation, après toutes les douleurs que nous avons traversées, elle veut autre chose, elle veut tourner la page, elle veut revivre ensemble, elle veut revivre dans la fraternité. Et nous disons d'abord à nos frères qui sont proches du président de la République que le chemin de l'autocratie, ce n'est pas le bon chemin pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et ce chemin-là, il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner définitivement. Parce que les générations qui viennent veulent autre chose. Elles sont confrontées au monde globalisé. Et dans ce monde globalisé, ceux qui dominent en grande partie, ce sont les nations démocrates, ce sont les nations modernes. Et c'est ce chemin-là que nous voulons suivre ensemble. Et Cheikh Tidiane Thiam, c'est ce chemin-là qu'il propose. Et nous voulons vraiment leur dire qu'il faut qu'ils acceptent le dialogue, que nous essayons pour fraternellement tracer un autre chemin pour notre pays. Ce chemin qui est pris actuellement, c'est un chemin qui nous conduit tout droit vers la douleur, vers l'explosion de notre fraternité, des richesses que nous avons conçues ensemble. Et nous voulons dire au chef de l'État que nous comptons sur lui. La Côte d'Ivoire compte sur lui. Continuons encore de lancer notre appel. Et nous disons aussi par même occasion, merci à Cheikh Tidiane Thiam pour ce travail formidable qu'il a là-bas. Merci au président Laurent Gbagbo, qui est son aîné et qui encadre tout ça sur le terrain, localement. Merci aussi à tous les leaders de l'opposition. Vraiment que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, honorable. Docteur. Merci. Alors, moi, je voudrais... Merci, honorable, vous avez fait une très belle conclusion. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais simplement demander aux militants du PDCI-RDA, à toutes les populations ivoiriennes, de rester focus. De rester focus. Le changement doit intervenir. Et je pense que le président est dans de bonnes dispositions pour nous écouter. Il n'est jamais trop tard. Demandez aux militants du PDCI-RDA de rester déterminés, fermes, de rester à l'écoute des mots d'ordre qui viendront de la direction du parti, de rester obéissants, et puis leur demander de mener des actions sur le terrain, des actions de façon pacifique. J'insiste bien sur le mot pacifique. Une marche peut être pacifique. Une marche peut être pacifique. Alors, le 4 octobre, nous avons une marche. Vous qui attendiez le mot d'ordre, nous qui attendions le mot d'ordre, nous avons une marche. Et cette marche-là, elle sera une marche pacifique. Pas de bousculement, pas de raté. Non, pas de raté. Ça suppose que chacun doit venir dans un esprit de paix pour marcher, pour démontrer à la face du monde et pour dire au président de la République de Côte d'Ivoire que nous avons envie de changement, qu'il nous écoute. Parce que l'objectif de tout cela, c'est ça. Arriver à lui faire entendre, à lui et à tous ceux qui l'entourent, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Restons déterminés donc, restons mobilisés, restons redynamisés, et puis
quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par poindre son nez. Nous y croyons. Merci. Le PDCI-RDA est un mouvement entre offensive diplomatique et mobilisation interne. Reste à savoir si cette dynamique se traduira politiquement en octobre 2025. Merci à vous, très chers invités, et à vous d'avoir suivi Autrement Politique. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro.